Je suis sur la côte nord-est de Tenerife. C'est ici qu'en 2006, les autorités ont décidé de couler un bateau, le El Peñón, afin d'en créer un récif artificiel. Alors pourquoi ici? Eh bien parce que suite au développement assez intensif du littoral, eh bien les récifs ici ont bien pris cher quand même. Et une idée est venue, couler un bateau pour en faire un booster de biodiversité. Et je sens que ça a marché. Vous savez, j'adore les épaves pour les aventures, les histoires qu'elles racontent. Mais celle-là est bien particulière. Les zones côtières, jusqu'à 200 mètres de profondeur, ne représentent que 5 à 10% de la surface des océans. Et pourtant, elles concentrent un quart de la production primaire marine, près de 80% des espèces de poissons et 90% de l'exploitation humaine des océans. Autrement dit, ce sont les espaces les plus riches en biodiversité, mais aussi les plus menacés. Pollution, surpêche, artificialisation des côtes, la dégradation des milieux côtiers a des conséquences écologiques majeures, mais aussi sociales et économiques. Face à ce constat, une idée ancienne va progressivement refaire surface, créer des habitats artificiels sous la mer. Les récifs artificiels ne sont pourtant pas une invention moderne. Dès le XVIIe siècle au Japon, des roches et des gravats issus de bâtiments détruits étaient volontairement immergés pour attirer les poissons et favoriser la croissance des algues. Mais pendant longtemps, leur objectif est resté très clair, pêcher plus. À partir des années 1930, puis surtout dans les années 1950, les récifs artificiels se multiplient. Pneus usagés, blocs de béton, carcasses diverses, les pêcheurs immergent tout ce qu'ils peuvent pour concentrer le poisson. Le vrai tournant arrive plus tard, dans les années 1960 et 1970, en plein essor du mouvement environnemental. Et surtout au cours des 20 dernières années grâce au progrès de la plongée sous-marine et de la recherche scientifique. À ce moment-là, la question change. Et si ces structures n'étaient pas seulement des pièges à poissons, mais de véritables écosystèmes? Aujourd'hui, un récif artificiel est défini comme une structure immergée, volontairement placée sur le fond marin pour imiter certaines fonctions d'un récif naturel. Protéger, restaurer, concentrer ou renforcer les populations marines. Concrètement, il peut s'agir de modules en béton ou même d'épaves intentionnellement déposées sur le fond marin pour créer de nouveaux habitats. Pourquoi ça fonctionne? D'abord parce que la simple présence physique du récif change tout. Il modifie les courants, crée des zones d'abri et favorise la colonisation biologique. Quand un récif artificiel bloque le courant, une zone de calme se forme à l'arrière. Résultat, larves, algues et nutriments s'y accumulent. Ces structures peuvent aussi provoquer des phénomènes de remontée d'eau, riches en nutriments, qui stimulent le phytoplancton, puis le zooplancton, et toute la chaîne alimentaire qui suit. Même les espèces qui se nourrissent pas directement sur le récif en tirent bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'un récif artificiel, c'est aussi un abri contre les prédateurs, une protection face au courant, un site de reproduction, voire un lieu de rencontre pour l'accouplement. Autrement dit, ces structures peuvent augmenter la richesse en espèces et créer de nouveaux réseaux alimentaires. Ces structures humaines, parfois issues de notre propre industrie, peuvent devenir de véritables accélérateurs de biodiversité. C'est le cas de l'un d'eux, l'El Peñón, qui repose aujourd'hui au large de Tenerife.
L'histoire d'El Peñón commence en 1958. À l'origine, ce n'est pas un navire de rêve pour les plongeurs, mais un remorqueur portuaire. Un navire robuste pensé pour le travail, 27 mètres de long, près de 8 mètres de large, conçu pour manœuvrer et assister les géants des mers dans les ports. Pendant près de 50 ans, ce remorqueur joue un rôle discret mais essentiel dans les opérations portuaires. Puis vint le 20 juillet 1971. Cet après-midi-là, alors qu'il assiste un paquebot, une fausse manœuvre survient. Le remorqueur chavire et sombre. C'est la fin du navire. Du moins, c'est ce qu'on pourrait le croire. Car l'histoire d'El Peñón ne s'arrête pas à ce premier naufrage. Récupéré depuis les profondeurs et de retour dans les chantiers navals, le remorqueur subit une reconstruction complète. Après sa remise à neuf, le navire a une carrière exceptionnelle pour un bateau de travail. En 2005, après plus d'un demi-siècle de loyaux services, El Peñón est finalement retiré de l'activité portuaire. Cette retraite marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une toute nouvelle mission. À ce moment-là, une idée germe chez les plongeurs locaux. Et si ce vétéran des mers devenait un récif artificiel ? L'objectif est double, enrichir la biodiversité marine locale et créer un site de plongée accessible et durable. Cette initiative s'inscrit pleinement dans une approche moderne de la conservation marine. Les autorités des Canaries reconnaissent rapidement le potentiel du projet, à la fois pour la restauration écologique et le tourisme durable. Le 11 mai 2006, exactement 35 ans après son premier naufrage, El Peñón coule à nouveau. Mais cette fois volontairement, précisément, et pour de bonnes raisons. Avant son sabordage, le navire subit une préparation environnementale exhaustive. Peinture, huile, carburant, substances polluantes, tout est retiré méticuleusement. L'objectif est clair, faire en sorte que le navire devienne un habitat marin et non une source de pollution. Chaque étape respecte des protocoles environnementaux stricts, garantissant une intégration propre et bénéfique dans l'écosystème marin. Le site choisi se situe à Tabaiba, une petite commune côtière au nord-est de Tenerife, près de Santa Cruz. Le choix n'a rien d'un hasard. La zone offre des eaux relativement calmes, protégées des tempêtes atlantiques, une profondeur idéale pour la plongée, et surtout une proximité avec des habitats naturels capables de fournir larves et organismes colonisateurs. Les conditions hydrodynamiques locales sont particulièrement favorables à l'installation durable de communautés marines. D'un point de vue pratique, le site est aussi remarquable. L'épave repose à une distance modérée de la côte, accessible depuis le rivage, pas besoin de bateau. Et inclinée, elle se situe entre 20 et 32 mètres de profondeur. Cette position crée un relief complexe, des zones d'ombre, des cavités, des surfaces exposées différemment au courant marin. Un terrain de jeu parfait pour la biodiversité et pour les plongeurs. Aujourd'hui, El Peñón n'est plus un navire, c'est une épave qui abrite tout un écosystème en construction. Quand une épave comme El Peñón touche le fond marin, elle n'est pas encore un récif, c'est une page blanche. Mais très vite la vie s'en empare, et ce qui se met alors en place suit un processus bien connu des écologues, la succession écologique. Dès les premiers jours, certaines espèces arrivent presque immédiatement. Ce sont surtout les poissons, capables de se déplacer sur de grandes distances. Ces espèces très mobiles colonisent les récifs artificiels bien plus rapidement que les invertébrés ou les organismes fixés, qui dépendent de la dérive des larves. Les espèces les plus communes, déjà présentes en grand nombre sur les récifs naturels voisins, sont souvent les premières à s'installer. Les habitats naturels alentours jouent alors le rôle de réservoir biologique, une sorte de banque de larves prête à alimenter le nouveau récif. Pour comprendre ce phénomène, on peut faire une analogie simple. Une épave fonctionne comme une île de biodiversité, posée au milieu d'un désert de sable. C'est exactement ce que décrit la théorie de la biogéographie des îles développée par MacArthur et Wilson. Plus une île est grande et proche d'autres habitats, plus elle a de chances d'accueillir une biodiversité riche. El Peñón, par sa taille et sa proximité avec des habitats naturels, cochait donc toutes les cases.
Dès que le navire repose sur le fond, un double processus commence. D'un côté, l'eau de mer corrode les métaux exposés. De l'autre, les organismes marins attaquent les matériaux plus fragiles, notamment le bois. Cette dégradation sélective transforme progressivement l'épave, créant de nouvelles niches écologiques. Dès les premiers mois, les algues sont souvent les colonisateurs les plus visibles. Elles recouvrent les parties éclairées, là où la photosynthèse est possible. Ces algues pionnières jouent un rôle fondamental. Elles stabilisent l'écosystème naissant, accumulent de la matière organique et modifient la surface du navire. Mais avant même qu'on puisse les voir, une étape invisible est déjà en cours. Un biofilm microbien se forme très rapidement. Il est composé de bactéries, de diatomées et de matière organique. Ce film change complètement les propriétés de la surface. Ce qui était du métal lisse devient un substrat biologiquement attractif. Ce film agit comme un portier écologique. Il peut favoriser ou au contraire empêcher l'installation des larves d'autres espèces. C'est à ce stade que la trajectoire future de l'écosystème commence réellement à se dessiner. Quelques semaines à quelques mois plus tard arrive la deuxième grande vague de colonisation. Les organismes sessiles, c'est-à-dire des organismes qui vivent fixés. Ils se développent rapidement sur les surfaces nues et exploitent le plancton abondant transporté par les courants. Leur croissance peut être exponentielle au cours des premières années. En créant une structure tridimensionnelle, ils transforment l'épave en un véritable habitat complexe, attirant encore plus d'espèces. Avec le temps, la communauté évolue. Des espèces plus spécialisées commencent à s'installer. Ces espèces sont souvent absentes des récifs jeunes. Leur présence indique que l'épave est entrée dans une phase de maturation écologique. La diversité sur un récif artificiel n'augmente pas indéfiniment. Elle suit généralement une courbe en S. Forte augmentation dans les premières années, puis ralentissement, et enfin stabilisation autour d'un équilibre. L'El Peñón n'est pas devenu un récif du jour au lendemain. Il est passé étape par étape, d'une carcasse métallique à un écosystème en pleine construction. À la surface, rien ne laisse deviner ce qui se passe en dessous. Un océan calme, une côte tranquille. Puis on s'immerge. Le bruit du monde disparaît, remplacé par le souffle régulier du détendeur. Et peu à peu, El Peñón apparaît. Autour de l'épave, le fond est sableux. Un environnement que l'on pourrait croire pauvre, mais qui joue en réalité un rôle clé. Ces communautés benthiques sableuses sont un maillon essentiel des écosystèmes côtiers. Elles transforment l'énergie issue du plancton et de la matière organique en nourriture et assurent le lien entre les petits organismes et les prédateurs des niveaux trophiques supérieurs. Le sable nourrit la vie, mais il manque quelque chose. Et c'est là que le récif artificiel change tout. Là où le fond était uniforme, le navire apporte du relief, des surfaces dures, des refuges. Une rupture dans le paysage sous-marin. Sur la structure métallique, la vie s'accroche. Chaque surface devient un support, chaque aspérité une opportunité. Le récif offre un substrat solide, indispensable à l'installation des larves, d'algues, d'invertébrés et d'organismes fixés. Sans ce support, beaucoup d'entre elles seraient simplement emportées par les courants et perdues pour l'écosystème. Autour du navire, le contraste est frappant. Entre le sable et l'acier, la biodiversité change. Des silhouettes apparaissent puis disparaissent. Certaines espèces viennent se nourrir, d'autres se cacher, d'autres encore semblent simplement de passage. L'épave agit comme un point de rencontre, un lieu où l'énergie du fond sableux et la complexité du relief se combinent. Le sable alimente la chaîne alimentaire, le récif la structure. En nageant le long de la coque, on comprend que c'est un espace en mouvement, où chaque courant apporte quelque chose de nouveau, où chaque recoin peut devenir un abri, où chaque surface peut accueillir la vie. Ce qui frappe, ce n'est pas une espèce en particulier, c'est l'interaction. Le fait qu'un simple navire posé là volontairement puisse reconnecter des mondes qui ne se rencontreraient pas autrement. El Peñón est un carrefour écologique.
posée entre le sable et le large, entre l'histoire humaine et le vivant. À première vue, les récifs artificiels semblent être une réussite. Dans de nombreux cas, ils abritent des densités de poissons, une biomasse et une richesse spécifique comparables à celles des récifs naturels. Mais en écologie, les chiffres bruts ne racontent jamais toute l'histoire. Car ces résultats varient fortement selon le contexte. L'océan concerné, la latitude, la profondeur, les courants et même le matériau utilisé pour le récif peuvent profondément modifier les communautés qui s'y installent. Un récif artificiel peut imiter un récif naturel, mais il n'existe pas de modèle universel. Dans certains environnements, ces structures offrent de véritables bénéfices. Elles peuvent favoriser des espèces à la limite de leur aire de répartition, créer des zones de nurserie, concentrer la vie et attirer des prédateurs. Mais ces mêmes mécanismes peuvent aussi produire des effets indésirables. Les récifs artificiels peuvent faciliter l'installation d'espèces invasives, augmenter la pression de prédation et contribuer à une homogénéisation biologique où les mêmes espèces dominent des habitats pourtant différents. L'emplacement du récif est alors déterminant. Les performances écologiques d'un récif artificiel dépendent fortement du type d'habitat environnant, de la dynamique des courants et des vagues, de la température de l'eau, de la turbidité et de la profondeur. Même la distance entre plusieurs récifs artificiels peuvent modifier la structure des communautés de poissons. Ces constats mènent à une conclusion essentielle. Les récifs artificiels ne sont ni bons ni mauvais par nature. Ce sont des outils. Et comme tout outil, leur efficacité dépend de la manière dont ils sont conçus, de l'endroit où ils sont installés et surtout des objectifs poursuivis. Plutôt que d'appliquer des solutions globales, la science montre que les stratégies de déploiement doivent être locales, adaptées aux conditions environnementales et intégrées dans une vision globale de la gestion côtière. El Peñón illustre cette complexité. Un ancien navire transformé en habitat devenu point de rencontre entre l'humain et le vivant. Mais aussi un rappel que restaurer la nature ne se résume pas à immerger des structures. La vraie question n'est peut-être pas « peut-on créer des récifs artificiels ?», mais plutôt « dans quelles conditions et à quel prix écologique ?» Cette épave a montré une chose. L'homme peut être un allié de la nature à condition d'agir avec précision et humilité. Les épaves comme l'El Peñón prouvent que la restauration marine est possible, mais elles ne doivent pas servir d'excuse pour négliger la protection des récifs naturels. Alors, un grand remerciement au centre de plongée Scuba Nana et notamment à ma guide Pauline pour cette magnifique découverte. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ici la prochaine expédition, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.